Salut les survivants! Dans notre monde dystopique où on formate les hommes comme des robots, il existe un film, très nul, qui raconte l'histoire d'un soldat formé depuis sa plus tendre enfance pour aller botter des culs aux quatre coins de la galaxie. Un magnifique navet qui s'inscrit officieusement dans l'univers étendu de Blade Runner. Donc armez-vous de concentration et musclez vos oreilles, parce qu'aujourd'hui on va parler du film Soldier. Soldier, à ne pas confondre avec Universal Soldier, Tall Soldier, The Soldier, Soldier, We Were Soldier ou Battlefield Earth, est un film qui a été commis par Paul W.S. Anderson, à ne pas confondre avec Paul Anderson, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Thomas Anderson ou Uwe Boll. Donc Paul W.S. Anderson, coupable d'avoir réalisé Mortal Kombat, Les Trois Mousquetaires, Mon Pays, la saga des Resident Evil et plus récemment Monster Hunter. Il est d'ailleurs toujours en liberté et menace de réaliser d'autres films, donc si vous l'apercevez, méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais Soldier, c'est quoi exactement? Soldier, c'est l'histoire de Todd, un super soldat surentraîné depuis l'enfance qui va être remplacé avec ses frères d'armes par une nouvelle génération de soldats plus performants. Après une démonstration de force, celui-ci se fait rétamer par le nouveau super soldat et est littéralement jeté aux ordures. Todd se réveille sur Arcadia, une planète déchetterie où vivent les rescapés d'un crash qui ont établi une petite ville au milieu des ordures. Notre super soldat qui n'a connu que la guerre doit donc s'adapter à un environnement qu'il n'a jamais connu, à savoir la vie en société et les rapports humains. Blerk. Mais c'est pas si mauvais comme pitch. En tout cas pour un scénar action SF à la Demolition Man, ça tient la route. Du moins, sur le papier. Oui, sur le papier, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le papier le problème de notre cher Paul. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Et je reviendrai sur le scénario après le visionnage. Donc le film est produit par Impact Pictures, d'après un scénario de David Webb Peoples, le co-scénariste de Blade Runner, qui considère cette histoire comme un sidequel au célèbre film de Ridley Scott. Un sidequel donc, c'est une histoire qui se passe en parallèle à une autre. Un spin-off quoi, en l'occurrence ici Blade Runner. Le budget est établi à 60 millions de dollars, et pour commercialiser le film, il leur faut une figure bankable. Et pour ça, Keanu Reeves est pressenti pour le rôle. Sauf qu'il était déjà sur un autre film de SF à ce moment-là, un projet tout bidon là, avec un monde virtuel et des machines cheloues. C'est donc Kurt Russell qui endossera le rôle de Todd, pour la modeste somme de 15 millions de dollars, soit un quart du budget du film, oui. Et ce cachet a été négocié avant le cynique Escape from Los Angeles, dont on a déjà parlé en vidéo, mais ça vous le saviez puisque vous êtes abonné à Exitium Film, n'est-ce pas? Mais Kurt compte bien se mettre au niveau des stars bodybuildés de l'époque, avec un entraînement rigoureux. Il s'entraîne 3 à 4 heures par jour pendant 18 mois pour le rôle, atteignant les 87 kg de pur steak. Et étant en faveur du second amendement, Kurt Russell est donc déjà habitué au maniement des armes à feu, parfait pour rentrer dans la peau de son personnage. Sauf qu'à sa sortie le 23 octobre 1998, c'est un échec au box-office qui rapporte seulement 14 millions de dollars pour les 60 millions investis, ce qui couvre à peine le cachet de Kurt Russell. La critique est assassine, qualifiant le film d'ennuyeux et de gâchis de bonnes ressources, trop mou pour un film d'action et trop décérébré pour un film de science-fiction. Mais alors pourquoi est-ce qu'il nous intéresse ce film? Eh bien c'est son scénario, ou devrais-je dire la conception de son scénario, parce qu'en termes de réflexion, le film ferait passer l'attaque de la moussaka géante pour une poésie classiciste. On est sur le point de traverser la frontière du spoiler, donc si vous préférez le mater entre potes autour d'une bonne bouffe et d'une bière, je vous invite à sauter à ce timecode. Sinon, félicitations, vous venez de gagner 1h30 de votre existence. Le film s'ouvre sur des bébés, Merc, qui sont sélectionnés par des militaires. Nous suivons Todd, le héros qui grandit avec un conditionnement à la violence, ainsi qu'une batterie de tests psychologiques et un entraînement physique dont seuls les plus performants ressortent vivants. Désolé Timmy, mais l'armée ne recrute pas d'asthmatiques. Les entraînements se poursuivent et Todd, adolescent, apprend vite à considérer les civils comme des dommages collatéraux lorsqu'il s'agit de détruire sa cible. Todd devient adulte et après 40 ans d'entraînement intensif, il n'a pas appris à utiliser le viseur de son arme. Et c'est les années 90, tout le monde tire à la hanche dans les années 90. Bouddha, 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 première cible abattue. Bouddha, 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 Todd tire à travers des civils. Alors j'insiste, c'est vraiment formulé comme ça dans le scénario. Bouddha, Bouddha, Bouddha. Todd est un soldat expérimenté qui participe à plusieurs guerres, dont celle des portes de Tannhauser. Ah, première référence à Blade Runner. Lui et son unité sont donc des soldats ultra expérimentés et ultra disciplinés. Mais c'est à l'arrivée du colonel McCoy, que tout va changer. Le colonel présente à Gary Busey un nouveau bataillon de soldats modifiés génétiquement, produit pour remplacer Todd et son unité considérée comme obsolète. Suite à une série d'épreuves physiques auxquelles Todd se fait surpasser par un des nouveaux soldats, il échoue lors d'une démonstration de combat avec 2 de ses camarades et est laissé pour mort. Todd est ensuite balancé dans un vaisseau de transport d'ordures mal incrusté et jeté sur une planète qui sert de dépotoir. Et non, ceci n'est pas l'autoroute A4. À croire que la déchetterie, c'est l'allégorie de la Renaissance dans les œuvres cyberpunk. Gunnem, Detroit Human, Cyberpunk 2077, toutes les histoires commencent au milieu des ordures. Après une longue marche, Todd arrive dans une ville bâtie au milieu des déchets et passe devant une carcasse de spinner provenant de Blade Runner. Ce sera la seconde et dernière référence à Blade Runner. Quoi?
C'est censé être un spin-off, peut pas y avoir juste de pauvres easter eggs. On y reviendra. Épuisé, Todd tombe dans les pommes et le village s'inquiète de la présence d'un soldat dans leur ville. Malgré la méfiance des habitants, Todd sera soigné par Sandra et Mace, un couple très sympathique dont l'enfant muet est joué par Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell. Après une scène de tension vite désamorcée entre Todd et les villageois et une autre où Todd mate les seins de Sandra, on revient du côté de l'armée. On apprend que le colonel Mekoum projette de faire installer des systèmes de surveillance dans le système où Todd se trouve. Ignorant s'il y a des habitants sur ces planètes, Mekoum prévoit d'y envoyer ses nouveaux super soldats pour qu'ils s'y entraînent en conditions réelles, considérant que toute rencontre sur ces planètes serait considérée comme une présence ennemie. C'est complètement con, pourquoi il ferait ça? Je ne veux pas de paperasserie, capitaine, et je ne veux surtout pas de passagers. Eh, t'as raison, on emmerde l'administration. De retour sur Arcadia, Todd apprend à jardiner avec sa tutrice qui tue un serpent, lui apprenant que son jeune fils a failli mourir d'une de ses morsures et que c'est la raison pour laquelle il est muet. Ensuite, notre soldat part avec les villageois pour faire de la récupération. Une tempête s'abat sur eux tandis qu'un des récupérateurs se trouvait hors du filet. Il est sauvé de justesse par Todd, et après ce sauvetage, la tempête se calme et Todd part prendre l'arme d'un des villageois. Pourquoi tu fais ça? Allez, lâche. Lâche le fusil. Tu lâches. Tu lâches! Donne-lui une émeraude pour qu'il lâche le flingue. Todd lui rend finalement le flingue et s'ensuit une ellipse hyper chelou où le monteur recycle tous les plans du film pour combler l'amputation de 2 scènes du script. On arrive ensuite à une scène de vie entre Todd et Sandra. Todd s'exprime pour la toute première fois sur son sentiment de peur et Sandra le rassure comme un enfant en le prenant dans ses bras. Todd, extrêmement mal à l'aise, tremble de nervosité et on ne saura jamais vraiment pourquoi puisque le développement de leur relation s'arrête là. Était-ce la confusion de sentir pour la toute première fois l'amour d'une figure maternelle ou est-ce que Todd a utilisé toute la concentration de son corps pour ne pas avoir une érection? On ne le saura jamais. Plus tard, dans le village du Hobbit version Mad Max, Je pars pour une aventure. Todd, encore traumatisé par les souvenirs du front, manque de tuer le mec qu'il a sauvé dans la décharge parce qu'il l'a surpris en voulant lui offrir une écharpe. Scène suivante, Todd essaie d'apprendre au fils muet de Sandra et Mace comment tuer un serpent. Ah, tu peux lui expliquer, hein, il est muet, pas sourd. Inquiété par le comportement et l'influence de Todd, le village décide de le bannir. Et Todd nous offre enfin un instant d'émotion en éprouvant du chagrin. Mes paupières sont si musclées que je transpire des yeux. Mais ça ne va pas durer puisque le gamin muet va sauver ses parents en tuant le serpent à la manière de Todd. Mace va décider de retourner chercher Todd, ayant pris conscience qu'il n'était pas mal intentionné. Il le retrouve, présente ses excuses, mais à ce moment-là, l'armée débarque. Vous vous souvenez? Pour mettre des postes de surveillance. Et conformément aux ordres tout à fait rationnels du colonel Mekoum pour éviter de la paperasse, Todd et Mace se font pourchasser par les nouveaux soldats et Mace se fait tuer, donnant un prétexte à Todd pour aller baiser sa femme, donnant un prétexte à Todd pour revenir sauver le village. Les officiers indignés par les ordres inhumains du colonel Mekoum tentent de lui rappeler les priorités de l'armée. S'il y a des civils, nous devons les protéger. Pardon? Non mais alors c'est clairement pas comme ça qu'ils ont formé leurs soldats dans le film. Pendant ce temps, au village des Schtroumpfs, la doyenne se fait yeet par une roquette et les nouveaux soldats avec le look de la Death Corp débarquent pour massacrer le village. Pendant ce temps, on envoie aussi les anciens soldats sans armes pour aller poser les fameux postes de surveillance. Le sens des priorités. Et puisque Todd a eu une prise de conscience éclair et qu'il a développé le pouvoir de l'empathie, il débarque dans la ville et réussit à se débarrasser des nouveaux soldats avec une facilité déconcertante, forçant les officiers à opter pour un repli stratégique. Une fois l'armée repoussée, Todd se prépare à aller décimer le reste des nouveaux soldats. Je vais tous les tuer, mon lieutenant. Et parce que Todd est devenu bien plus fort qu'auparavant, grâce à un entraînement ultra avancé qui consiste à frapper sur un bout de tôle jusqu'à épuisement, il arrive à massacrer une vingtaine de super soldats, alors qu'au début du film, 3 comme lui ne suffisaient pas à en tuer un seul. Les nouveaux soldats sont tellement cons qu'ils se font littéralement décimer par des fusils attachés avec des bouts de ficelle, et après un combat final aussi mou que ton cul après un an de confinement, le colonel Mekoum ordonne de poser une bombe antimatière en forme de ballon de foot pour anéantir la planète. Ah ouais, c'est parti de on va poser un poste de surveillance à on va atomiser une planète parce qu'il y a une dizaine de clochards dessus. Les mecs ont extrapolé les pics anti-SDF avec un tact assez stylé quand même. Les anciens soldats chargés de déployer la bombe tombent sur Todd qu'ils pensaient mort, et d'un salut collaboratif décident de collaborer. Pendant ce temps, dans le vaisseau, le colonel Mekoum tue Gary Bussy, qui était le seul officier compétent à bord du vaisseau qui refusait d'abandonner les vétérans. Et par la magie d'un raccourci de prise de conscience, les vétérans ont décidé de se rebeller contre leur hiérarchie. Le méchant colonel Mekoum est jeté hors du vaisseau avec les 2 autres lieutenants et... Pourquoi se débarrasser des lieutenants juste? Ils étaient complètement neutres dans cette histoire a priori, non? Enfin, les vétérans quittent les civils sur fond d'explosion avec le vaisseau rempli de planètes. Attends, quoi? Enfin, les vétérans quittent la planète sur fond d'explosion avec le vaisseau rempli de civils. Todd prend dans ses bras l'enfant qui a déjà fait le deuil de la mort de son père et avec qui son seul lien se résume à ça. Ainsi, ils partent en direction d'une autre planète où ils mèneront une vie...
En fait, je vois pas quel genre de vie ils vont mener. Todd va-t-il vivre de troubles post-traumatiques et passer ses journées à frapper sur un morceau de tôle? Sandra va-t-elle développer des sentiments pour Todd? Riley va-t-il développer des sentiments pour Todd? Nathan va-t-il un jour trouver la parole ou devenir le prochain Captain America? Paul W.S. Anderson va-t-il retourner prendre des cours de scénario? La chaîne va-t-elle atteindre un jour les 10 000 abonnés? Vous l'aurez compris, Soldier n'a pas grand-chose d'extraordinaire pour les amateurs de films de science-fiction ou d'action. Pour vous donner un ordre d'idée, à la même période et avec le même budget, les Wachowski ont fait le film Matrix. En effet, le film est bourré d'erreurs. L'écriture simpliste du scénario rend le film trop prévisible et le héros de l'histoire manque cruellement d'initiative, rendant le rythme de celle-ci dépendante des plans illogiques d'un méchant caricatural. Des erreurs qui ne pourront être rattrapées ni par le jeu d'acteur, ni par la mise en scène. Est-ce que Soldier est intégralement raté pour autant? Certainement pas. Conçu comme une histoire parallèle située dans les colonies extraterrestres mentionnées dans Blade Runner, Soldier trouve également sa propre approche. Là où le film de Scott nous questionne sur ce qu'on considère comme humain à travers l'histoire d'êtres artificiels pourvus d'émotions, Soldier nous questionne sur ce qui nous éloigne de notre humanité avec des êtres de chair dénués d'émotions. Malgré que le film soit prévisible et souffre d'un cruel manque de rebondissement, il est loin d'être inintéressant. Et même si on n'est pas fan de sa filmographie, force est de reconnaître que Paul W.S. Anderson a fait un travail plus que correct, notamment sur certains choix artistiques. Il y a de belles transitions, de bonnes idées de plans, et une lumière très évocatrice, avec des teintes froides qui représentent la discipline, et des chaudes pour représenter l'empathie. Le casting est bon, et personnellement, j'adore cette ambiance pseudo-Mad Max. Et c'est quand même une histoire qui était censée être liée à l'univers de Blade Runner, donc on va voir ce qui lie véritablement ces deux films. Le principal facteur à mettre en cause pour l'échec de ce film, c'est le choix de scénario, et j'insiste sur choix de scénario. Et pour comprendre les problèmes de Soldier, il faut remonter aux problèmes de Blade Runner. En 1980, Ridley Scott travaille sur la réalisation de Dangerous Days, d'après un scénario de Hampton Fancher. Celui-ci a monté une histoire inspirée des œuvres de Philip K. Dick et comptait transmettre un message écologiste à travers cette histoire. Finalement, le scénario est remanié à la demande de Ridley Scott qui impose pas mal de changements, notamment le titre du film qui s'appellera désormais Blade Runner en référence à un bouquin qui n'a rien à voir avec K. Dick. Suite aux demandes de changement incessantes du père Scott, Fancher se retire du projet et les modifications sont poursuivies par David Webb Peoples, le scénariste de Soldier, qui s'occupera donc de faire les modifications. Peoples fait finalement très peu de modifications sur le script de Fancher, qu'il trouve très bien et tente de convaincre Ridley Scott de conserver au maximum les références liées au roman de K. Dick. Après ça, Peoples travaillera sur d'autres films dystopiques comme Salutes of the Jugger, L'armée des 12 singes, et Soldier sera le tout dernier film réalisé d'après un de ses scénarios. Un vieux scénario. Si Soldier a l'air si daté dans son récit, c'est parce que son scénario datait de la décennie précédente. David Webb Peoples avait écrit et vendu des histoires à des sociétés de production comme la Warner, et Soldier semblait être une histoire de choix pour un film axé action et science-fiction. Sauf que cette histoire était aussi censée laisser place à des sujets plus profonds qui ne seront traités qu'en surface. La réécriture de Paul W.S. Anderson ne tenait pas forcément compte des mêmes références que celles de Peoples, et il n'avait probablement pas les mêmes projets pour la commercialisation du long métrage, créant une rupture entre la vision de Peoples et celle de Anderson. Les seules références restantes à l'univers de Blade Runner font donc plus un lien avec le film qu'avec les romans, et les indices dont on doit se contenter sont la carcasse de Spinner et une référence appuyée à la porte de Tannhauser. Elle est mentionnée par Roy lors de son monologue qui vous fait chialer des larmes de sang, pour citer le fossoyeur de film. Mais la guerre des portes de Tannhauser est un événement apporté par David Webb dans le film de Ridley Scott, et on n'en a trouvé aucune mention dans le roman de K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a servi de base au film. Tout ce qu'on sait, c'est que Tannhauser est une référence au poète allemand du XVIIIe siècle. Directement inspiré du 5e opéra de Richard Wagner, Tannhauser est un chevalier et poète qui tombe en disgrâce aux yeux des dieux et des humains. N'étant pas parvenu à gagner leur pardon, Tannhauser se retire dans la demeure de Vénus sans qu'on ne le revoie jamais, ne devant son salut qu'aux yeux d'un seul et unique témoin. Et si on décide de se référer à cet opéra, on peut le transposer au récit du film. Bien que Todd n'est pas le phrasé de Roy Batty en matière de poésie, celui-ci, après avoir échoué à convaincre les hommes qu'il méritait leur estime, se verra tout de même attribuer une seconde chance, celle de mettre en pratique son talent pour prouver aux véritables bienfaisants de cette histoire qu'il est digne de leur pardon. Chance que Roy Batty et Tannhauser avant lui n'ont pas pu avoir. Faisant ainsi du film Soldier la fin optimiste du mythe de Tannhauser. Attends 2 secondes là. Tu viens de comparer un film de Paul W.S. Anderson à un opéra Wagner. Tranquille. Oui. Et ça m'a donné très mal au crâne. Mais ça m'a aussi donné envie de relire du Philip K. Dick et de me replonger dans l'univers des Réplicants. Soldier est un film qui méritait d'être mis en lumière par sa tentative, et on espère que notre approche sur le sujet vous a plu. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne Exitium, laissez un petit avis en commentaire, ce sera super chic de votre part. Et si vous regardez cette vidéo en direct, sachez qu'on est en live, là.
tout de suite sur Twitch. Donc rejoignez-nous tout de suite sur le Twitch Exitium Live et on va parler de films, de nanars, de bières. Mais si vous avez loupé la première, et bah vous pouvez toujours nous rejoindre sur Twitch ou sur Discord et on parlera de films, de jeux vidéo et de romans dystopiques tous ensemble. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine transmission. Moi je vous laisse, je pars casser du répliquant. Salut les survivants. Salut. Fin de transmission.